On a une palette végétale qui est très diversifiée. Et comme il y a la palette classique, c'est-à-dire les courants, les un peu moins courants, et les indigènes, j'insiste dessus, qui souvent sont trop méconnus. Du coup, c'est un site qui est intéressant et qui est favorable pour l'apprentissage, pour les étudiants en particulier, hein, mais aussi parfois pour des professionnels, pour des paysagistes ou même des gens qui travaillent dans des entreprises qui ont envie de mieux connaître les végétaux, les reconnaître, de les connaître et de les voir dans leur plein développement. Puis ça permet, c'est un endroit qui peut servir pour des photos, donc on va avoir un petit témoignage de Dominique Mention qui malheureusement ne peut pas être avec nous, mais voilà, qui va... Bonjour Jacques, bonjour Annie, bonjour à vous tous. Inutile de vous dire ma grande frustration de ne pas être parmi vous. Ouais, je suis vraiment très très déçu. Alors, de vous dire que cette magnifique réalisation en compagnie des arbres et des arbustes m'apparaît de plus en plus comme une œuvre d'art totale, vivante, jamais la même, toujours en devenir, matière à recherche et à pédagogie dans un monde si ignorant du vivant. Pour l'artiste, le champ des possibles y est infini. De l'architecture des arbres si chère à Francis Allais, à qui je dis un grand bonjour, à la diversité des écorces, des bourgeons, des fleurs, des fruits, tout y est beauté, calme et volupté, pour paraphraser un certain tableau. Du détail en ensemble, des champignons aux oiseaux, compagnons toujours plus nombreux dans ce lieu, tout invite au dessin, à l'aquarelle, à la contemplation. Et comme les arts paysans, mes chers trognes, y ont aussi leur place, j'imagine bien mettre en scène leur réitération dans une œuvre évoquant l'immense générosité des arbres à l'image de celle de Jacques et Annie. 1000 fois merci. Bon, on voit qu'il était ému, Dominique, et vraiment désolé de ne pas pouvoir être avec nous. Enfin, cet arboretum privé, mais c'est le cas de beaucoup d'arboretums, on va régulièrement élargir le propos. On vous accueille ici, mais on se préoccupe aussi d'autres arboretums. Souvent sont des lieux qui permettent, enfin, qui s'inscrivent dans la durée et qui permettent de mettre en place des suivis. Ici, tout particulièrement, comme c'est un lieu privé, les visites ne sont que guidées, il y a très peu de perturbations, il y a peu de risques de dégradation sur les végétaux. On peut mettre en place des systèmes d'observation sans qu'il y ait des dérangements. Donc c'est tout à fait envisageable de mettre des expérimentations sur le moyen et le long terme. Alors moi, il y a celle que je fais depuis longtemps, on a vu sur les tailles, mais ça fait aussi très longtemps que j'avais en tête d'avoir d'autres acteurs qui puissent profiter du site. Et alors, par rapport à ces observations, il n'y a pas que la taille. Moi, ce que l'on a observé, c'est, alors pas que nous, hein, loin de là, mais en tout cas sur l'arboretum, on a pu voir qu'il y avait vraiment une avancée des floraisons. Quand on a commencé, l'animation sur les floraisons printanières, c'était, comme c'est calé, comme Annie l'a dit, sur le dernier samedi du mois, c'était fin avril. Et comme il y avait quand même des floraisons commencées, on avait calé une visite un dimanche de mi-avril. Et puis finalement, ça c'était il y a plus de 20 ans, et on s'est rendu compte progressivement que fin avril, il y avait beaucoup moins de choses, que mi-avril c'était bien, et que presque le mieux, c'était fin mars. Alors du coup, je me suis replongé, là j'ai passé du temps à retrier des photos, des diapos, et en fait sur un certain nombre d'espèces, et alors de cerisiers à fleurs, mais pas que, sur les 20 dernières années, il y a une dizaine de jours de précocité supplémentaire. Et je l'ai revu sur les aubépines. D'ici quelques temps, les aubépines, on pourra presque les appeler, ne plus dire les mai, on pourra dire les avril. Hein, c'est un des noms communs de l'aubépine. On avait des floraisons vers le 20 avril déjà d'un certain nombre d'aubépines. Et alors ça, c'est ce que l'on observe. Ça peut poser des problèmes par rapport aux gelées tardives pour la production fruitière, et ça pose des problèmes pour les pollinisateurs. Et alors là, il y a un travail tout particulier. Enfin, il y a Yves Daricot, hein, qui est un agronome qui s'occupe d'apiculture, de viticulture, qui travaille beaucoup sur ce sujet, qui a fait un ouvrage sur qui s'appelle Planter des arbres pour les abeilles, et un autre des arbres pour le futur, et qui aborde ce sujet de façon beaucoup plus précise que moi je vais le faire, en montrant l'importance de
proposer aux insectes pollinisateurs de façon générale, et pas que les abeilles domestiques, loin de là, des floraisons à des moments où il en manque. Et en fait, il en manque en fin d'hiver, parce qu'il y a des insectes qui se réveillent, entre guillemets, beaucoup plus tôt, qui ne trouvent pas forcément les floraisons pour se nourrir. Et il y a un tassement vers le printemps, ce que j'évoquais avant, et le début d'été. Il y a un trou sur l'été, début d'automne. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire autour de ça. Et en fait, sur l'arboretum, quand on regarde ici, c'est un travail que je vais essayer de mettre en place, c'est de noter les floraisons. Ça, il faudrait le faire de façon beaucoup plus approfondie, on y reviendra, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait plus d'une dizaine de jours sans avoir au moins un végétal en floraison sur l'année. Donc, et là, on voit qu'il y a des insectes dessus. La photo au milieu, enfin celle de gauche en l'occurrence, c'est un pollinisateur qui est sur une fleur de vitex, et à droite, c'est une variété de savonnier, c'est le Coloreteria panigulata, c'est la variété September Gold. Cette année, l'an dernier, on aurait presque pu dire October, c'est-à-dire qu'il y avait encore des fleurs début octobre sur ce savonnier, et ça bourdonnait autour. Donc là, je pense qu'il y a un véritable travail à faire sur cette adéquation entre les besoins des insectes pollinisateurs, des insectes de façon générale, des oiseaux qui consomment les insectes, et les floraisons et la phénologie. Après, il y a la question justement de voir comment se comportent des essences qui nous semblent potentiellement intéressantes par rapport au changement climatique, avec en particulier l'axe de plus de sécheresse, des sécheresses plus fortes, plus précoces, plus nombreuses, et pareil pour la chaleur. Il y a aussi d'autres effets au changement climatique avec des tempêtes éventuellement, et là, les arboretums anciens, alors là du coup on laisse la petite loiterie de côté, on ne l'oublie pas complètement, mais les arboretums anciens ont vraiment énormément à nous apprendre. L'illustration que vous avez ici, c'est l'arboretum de la Fosse. Alors malheureusement, Jacques Gérard n'est pas avec nous, mais il y a Alix de Saint-Venant, sa sœur, qui est là, qui connaît très bien l'arboretum de la Fosse puisqu'elle y est née, et elle pourra vous en parler, et qui est un arboretum dont les premières plantations au moment de l'arboretum datent du début du 19e. Et ici, on a l'arboretum de Baleine dans l'Allier, qui est à peu près de la même période. Et ce qui est remarquable, c'est que ces deux arboretums sont restés dans la même famille sur toute cette durée. C'est extraordinaire. Et ça, c'est l'arboretum des Bars. On aurait pu en citer d'autres. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut voir des végétaux qui sont des végétaux résistants à la chaleur et à la sécheresse, mais parfois on a des inquiétudes sur leur résistance au froid. Mais quand on envoie des végétaux, ces essences-là, qui ont 40, 50, 80 ans, un siècle, ça veut dire que les hivers de 56, qui ont été très froids, de 63, de 85, qui est un peu le dernier de référence, j'ai l'impression en tout cas pour la région, ces végétaux, ils ont supporté le froid, et ils ont en même temps, naturellement, a priori, le potentiel de supporter la sécheresse et la chaleur. Moi, en deux mots, à la demande de l'école du Breuil, à un moment, il y a une dizaine d'années, j'ai mis en place une formation sur ce sujet d'arbres et changement climatique. Et du coup, je me suis rapproché de la ville de Paris, et au niveau de l'arboretum de l'école du Breuil, qui est un arboretum qui est très riche, et on y trouve des végétaux qui sont des végétaux méridionaux au sens général du terme, et qui sont là depuis longtemps. Donc, c'est au moins un exemple positif. On sait que il y a la potentialité que cette essence-là, dans ces conditions-là, soit capable de résister, en plus dans les arboretums où on connaît les sols. Et alors après, il y a un autre aspect qui moi, m'avait un peu interpellé quand je réfléchissais à mettre en place l'arboretum, c'était l'aspect ornithologique. Il se trouve qu'on a un ami d'enfance qui est ornithologue, Michel Fouquet, dans les Deux-Sèvres, et j'avais eu connaissance d'une étude qui avait été menée sur l'arboretum des Bars en 92 par Jean-Luc Dessolin, qui s'appelait « Étude ornithologique de l'arboretum des Bars, comparaison avec d'autres milieux forestiers ». Et en fait, je résume très fort son mémoire de fin d'études en disant que, en fait, il y a, en comparant avec des forêts proches, sur l'arboretum, et avec les mêmes structures, il y avait beaucoup d'espèces d'oiseaux, et avec beaucoup d'individus dans les espèces d'oiseaux. Il n'y avait pas forcément des oiseaux très rares, mais beaucoup d'espèces et beaucoup d'individus, et en particulier en hiver au printemps, et ça, c'était lié
à deux aspects. Il y avait à la fois la nourriture offerte par des végétaux extrêmement diversifiés et des végétaux qui ne sont pas des végétaux que les oiseaux ont l'habitude de consommer particulièrement, donc ils sont capables de s'adapter et trouver à manger même sur des plantes qu'ils ne connaissent pas. Et puis la diversité des structures végétales, d'avoir des arbres, d'avoir des arbustes, d'avoir toutes les strates de représenter. Je voudrais juste dire un mot à propos des oiseaux. En fait, donc, vous avez peut-être vu l'affiche concernant l'inventaire des oiseaux à l'Arboretum, qui a été donc menée depuis 1998 et la dernière présentée c'est 2017, donc sur une vingtaine d'années. On a gagné, si on peut dire ça, je sais pas si, mais on a 50% d'espèces d'oiseaux en plus, d'oiseaux potentiellement nicheurs. Là, on parle d'oiseaux potentiellement nicheurs qui sont toujours... le recensement a toujours lieu au début du mois de mai. Et 50% d'individus en plus, de façon globale. Donc, il est clair qu'en offrant une diversité importante de milieux et de strates, on favorise la biodiversité, en tout cas au niveau de la vie-faune. Je vous invite à consulter ces mémoires qui est vraiment intéressant. Ça, c'est par rapport aux oiseaux. Et alors de façon plus générale, il y a des grands débats sur la question justement des plantes indigènes. Est-ce qu'il faut ne mettre que des plantes indigènes? Il y a 30 ans, en ville, on ne mettait pas de plantes indigènes parce que on ne pouvait pas imaginer que la ville accueille de l'indigène. Il fallait que ce soit des plantes introduites ou des variétés horticoles. Et je pense qu'il n'y a pas... La vérité n'est pas d'un côté, et l'association de végétaux indigènes qui sont bien adaptés, de certains qui commencent à ne plus l'être tellement, et de d'autres végétaux, c'est de toute façon favorable globalement à la biodiversité. Là, je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a cette étude qui a été menée en Angleterre où sur un parc ancien avec des milieux extrêmement différents, où il s'avère c'est un des sites de biodiversité les plus riches d'Angleterre. Donc cette complémentarité d'espèces, de strates, de milieux, avec des milieux humides, avec des prairies de fauche et autres, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant. Et alors pour continuer sur cette question de l'indigénat, parfois ce qui est dit, c'est que non seulement il faut mettre en place des végétaux indigènes, mais il faut éviter les variétés, les cultivars des végétaux indigènes parce qu'ils sont moins intéressants pour la biodiversité. Alors là, j'ai pris l'exemple de Viburnumopulus, la viorne à feuilles d'aubier. Ça, c'est l'espèce type. On a encore un peu de fleurs. Là, on les verra cet après-midi. Ça, c'est l'espèce type avec une rangée de fleurs stériles et les fleurs fertiles qui vont donner des fruits comme on a ici. Effectivement, là, pour les pollinisateurs, la variété boule de neige, elle est vraiment pas très intéressante. On peut la trouver jolie ou moins jolie, ça c'est un autre volet. Par contre, ceux qui se nourrissent sur la viande, je peux vous assurer que les pucerons et autres herbivores ne font pas les différences et ils mangent aussi bien de la stérile que de la fertile. Et on a aussi une variété à fruits jaunes à maturité, mais qui fleurit de la même façon, qui est pollinisée de la même façon. Et ce que j'ai pas mis, j'aurais pu mettre la variété Nanum, ou Compactum, j'oublie toujours, c'est Compactum qui est beaucoup plus petite. Les Viburnumopulus, ça fait 4-5 mètres de haut. Compactum, ça fait 1,50 m, 1,80 m maximum. Ça fleurit autant et ça fructifie autant que l'espèce type. Donc tout ça pour dire que je pense qu'il y a un vrai travail à mener sur les cultivars des végétaux indigènes qui peuvent répondre à des besoins qu'on a qui sont particuliers en ville. Notre palette végétale arbustive indigène, elle comporte très peu de végétaux de petit développement. En fait, c'est pour des aménagements avec peu de place, si on met ces végétaux-là, on est obligé de les tailler en permanence et souvent la taille les empêche de fleurir, on perd une partie de l'intérêt. Les cultivars qui sont de petit développement peuvent avoir cet intérêt-là et je pense qu'en termes de biodiversité, il y a, en tout cas quand c'est juste sur la dimension ou la couleur des fleurs ou des fruits, il n'y a pas d'incidence négative. Et ça, c'est un sujet qui mériterait d'être vraiment travaillé, je pense. Après, un autre volet là qu'on regrette de ne pas avoir pu lancer dès le début, mais on n'est pas mycologue. Il y a plein de disciplines sur lesquelles on n'est vraiment pas du tout spécialiste et compétent.
Et ça, c'en est un. Quand on est arrivé, c'était des terrains agricoles en culture intensive, classique, et en fait, dans les zones qui n'étaient pas en céréales, il y avait des faux mousserons et des rosés des prés essentiellement. Et on a vu arriver petit à petit, on a semé des prairies, on a vu arriver des champignons différents. Et avec des bonnes surprises, parce qu'on a vu arriver des champignons comestibles, hein, ça c'est des cèpes du peuplier, par exemple. Et en fait, on a mis en place depuis quelques années, ça fait 5 ans, c'est ça, on a rencontré un mycologue qui est devenu un ami, un mycologue suisse qui connaît très bien, qui nous fait des inventaires des champignons. Et il s'avère que l'on a des champignons ubiquistes qu'on trouve un peu partout, mais il y a un certain nombre de champignons qui sont vraiment très spécialisés, qui sont des mycorhizes d'espèces en particulier, qui sont arrivés par leurs propres moyens, en fait. Hein, et on a vraiment une très grande diversité. Et alors, il y a aussi des lactaires délicieux. J'avais planté un pin qui était mycorhizé en lactaire délicieux. Il se trouve qu'on n'est vraiment pas bon mycologue, on les avait pas repérés. C'est quand lui est arrivé, donc il y en avait peut-être depuis 15 ans, il nous a dit « mais ça là, c'est vachement bon ». Ah, bon, maintenant on sait où ils sont et on en mange. Voilà, donc... Oui, dans ceux qui sont spécifiques, ça c'est je regarde les notes hein, parce que je suis vraiment pas spécialiste. C'est le tricolome ceinturé qui est là, qui est spécifique des saules. Hein, il y avait pas de saules sur l'arboretum. Ceci dit, il y en a un peu qui sont autour. Et il y a la clavère crépue qui est là, qui elle est spécialiste des pins. Hein, et qui est arrivée aussi toute seule. Donc là, c'est un inventaire qu'on va continuer et on note à chaque fois où on trouve les champignons. Alors pour ceux qui sont des spécifiques, les ubiquistes, on sait qu'on les trouvera un peu partout et c'est une donnée qu'on se dit qui pourrait éventuellement être exploitée. Oui, juste un petit mot pour préciser. Il y a des végétaux qui ont été achetés en pépinière horticole, donc qui sont arrivés avec du terrain tout à fait stérile. Je veux dire, les végétaux n'étaient de toute évidence pas mycorhizés quand ils sont arrivés à l'arboretum. Je pense à un exemple qui est pas en photo ici, on aurait pu le faire. C'est le mélèze. Et en fait, on a eu la surprise, il y a 2 ans, de voir un champignon complètement spécifique du mélèze, donc qui est arrivé, c'est un Sciulus grevillei, alors qu'il n'y en avait pas du tout. Je veux dire, il n'y a pas de mélèze à côté. Hein, il n'y a pas de parc juste à côté, etc. Et donc, les spores ont voyagé de je ne sais pas où pour arriver et pour venir ensemencer ces mélèzes et pousser ici. Voilà.